Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés globaux et les marchés d'actifs risqués notamment qui bouclent un mois de février qui aura été un nouveau mois positif. C'est le 4e mois consécutif de hausse sur les marchés actions, notamment si on prend la référence américaine du S&P 500, un mois de février qui a vu bon nombre de records boursiers, parfois historiques, tomber du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe. Le stock 600 est à un niveau record aujourd'hui. Les actions mondiales dans leur ensemble sont à un niveau record quand on regarde les indices qui représentent les grandes valeurs mondiales aujourd'hui, comme le MSCI All Country World, qui a battu lui aussi des records au cours de ces dernières séances. Le CAC 40 reste entre 7009 et 8000 points. On est un petit peu en dessous des 7950 points au terme de cette séance, avec un petit repli pour l'indice parisien de l'ordre de 0,25%. Vous aurez le détail des mouvements du jour sur le marché parisien et sur l'ensemble des marchés dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis sur la partie macro qui sort un petit peu les investisseurs de la logique microéconomique qui prévalait jusqu'à présent avec la saison de publication de résultats. Les données d'inflation font leur retour avec la publication du Core PCE américain pour le mois de janvier. L'indice des prix des dépenses de consommation privilégié comme mesure d'inflation par la Réserve fédérale américaine qui ressort en ligne avec les attentes. On a eu les premières estimations d'inflation également pour la France, l'Allemagne en zone euro pour le mois de février. Le chiffre global sera publié demain pour l'ensemble de la zone euro. On notera que les chiffres publiés pour la France et l'Allemagne sont là aussi globalement en ligne et montrent toujours une désinflation intacte, même si le rythme de désinflation peut être ralenti à ce stade. Du côté de l'activité macroéconomique, on regarde un peu dans le rétroviseur et on s'aperçoit que la croissance française aura été finalement légèrement positive en fin d'année, contre 0 affiché en première estimation. Le chiffre a été révisé aujourd'hui par l'INSEE à plus 0,1%. Voilà pour le décor du moment sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le thème de la santé avec deux sujets d'actualité. Le point sur les GLP-1 et la concurrence qui monte autour du duopole Eli Lilly Novo Nordisk, et puis le levier de l'intelligence artificielle, bien sûr, puisque la santé est vue comme un secteur qui pourra bénéficier très rapidement des développements en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ce levier est-il déjà tangible et dans quelle ère thérapeutique ce levier de l'IA est-il déjà quelque chose de concret? Nous en parlerons avec Olivier de Royer, gérant action chez Montpensier Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les grandes tendances du jour sur les marchés et l'actualité du moment, c'est avec Pauline Gratel. C'est le grand jour. Les très attendus chiffres de l'inflation sont sortis. Les marchés avaient les yeux rivés sur cette publication depuis déjà quelques jours. Et à Paris, les investisseurs sont restés prudents. Mais voilà, pas de bonne ou de mauvaise surprise finalement. Le Core PCE américain ressort conforme aux attentes à 2,8% sur un an contre 2,9% le mois précédent. Au même moment, les investisseurs ont pris connaissance des revenus des ménages qui ont augmenté de 1% et de leurs dépenses qui sont en hausse de 0,2%. C'est conforme aux attentes de Bloomberg. Côté français, les données harmonisées provisoires montrent que l'inflation ralentit, comme ce qui était attendu à 3,1% en février sur un an, après 3,4% en janvier. Direction l'Allemagne maintenant, où l'inflation préliminaire en données harmonisées ressort à 2,7% en février. C'est conforme aux attentes. Le mois précédent, l'inflation allemande s'élevait à 3,1%. Les investisseurs ont aussi pris connaissance de la seconde lecture du PIB français pour le 4e trimestre, qui augmente de 0,1% contre 0% en première estimation. Du côté des entreprises, après Téléperformance hier, c'est au tour d'EuroAPI de s'effondrer après un nouveau warning généralisé. Pour 2023, le groupe fait état d'une perte nette de 190 millions d'euros. C'est bien plus que la perte de 15 millions enregistrée en 2022. Pour 2024, le groupe prévoit une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7%. Le titre sombre de 50%.
Autre chute majeure aujourd'hui dans l'immobilier, c'est Nexity qui fait état d'une baisse de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires dans un contexte de marché immobilier tendu entre des taux d'intérêt élevés et des coûts de construction qui le sont aussi. Nexity lance un plan social, suspend son dividende et le titre plonge de 24% au cours de la séance sous les 10 €, ce qui n'était pas arrivé depuis la crise des subprimes en 2008. De son côté, Veolia publie des résultats records au titre de l'année 2023. Le chiffre d'affaires atteint les 45 milliards d'euros et le résultat net courant part du groupe s'élève à 1,3 milliard d'euros, en hausse de 15%. Pour l'exercice en cours, Veolia veut aller encore plus loin et vise plus d'1,5 milliard d'euros pour son résultat net courant part du groupe. Malgré ces résultats, le titre est en baisse de 2%. C'est la plus forte baisse du CAC aujourd'hui. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Saint-Gobain publiés après la clôture. Ils prendront connaissance de ceux de Vallourec. Côté macro, ils prendront connaissance de l'estimation rapide de l'inflation pour le mois de février ainsi que du taux de chômage en janvier pour la zone euro. Aux États-Unis, l'ISM manufacturier pour le mois de février est attendu à 16h. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nourane Charer est à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Collet de nous accompagner également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments et Zakaria Darwish est avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Vous êtes le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Je le disais, on sort de la séquence micro avec le retour des données d'inflation qui sont revenues dans le radar des investisseurs à l'occasion de la publication notamment du Core PCE américain. Un indice de dépenses, de prix, de consommation un peu différent du CPI américain qui avait été déjà publié pour le mois de janvier. Le Core PCE pour le mois de janvier, que nous apprend-il de la dynamique de désinflation qui semble malgré tout se poursuivre aux États-Unis, Zakaria? Eh bien, il nous apprend pas mal de choses, même si finalement les chiffres qu'on a eus sont sortis en ligne avec les attentes. Quand on décompose les différents éléments, on voit finalement que cette tendance de désinflation qui a été entamée depuis quelque temps déjà, continue, vu que les chiffres sont en baisse. Mais quand on regarde la dynamique très court terme, en particulier le core CPI sur 6 mois, que plusieurs membres de la Fed avaient souligné, on voit une remontée. Ce chiffre de 6 mois a été un des arguments pour la Fed pour dire le cycle de resserrement monétaire est fini, on est plutôt sur l'étape d'après. Bien que, quand ils étaient descendus en dessous des 2%, 1,9%, là on remonte à 2,5%. Donc c'est quand même, on voit que le chemin, on en a parlé plusieurs fois, de last mile, la dernière phase de désinflation, elle est en cours, mais elle est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde aussi les composantes, on se rend compte que finalement la partie service pose toujours un souci. D'ailleurs, on en parle aux États-Unis avec les chiffres de cet après-midi, mais aussi certains chiffres préliminaires qu'on a eus ce matin en zone euro. Ouais. Les services restent vraiment au cœur de cette difficulté à voir cette désinflation vraiment arriver à l'objectif final. Ouais. Est-ce que ça remet en cause, à ce stade, le calendrier de la Réserve fédérale américaine, en tout cas tel qu'il a été signalé lors de la conférence du FOMC de décembre? La prochaine réunion est encore devant nous, ils pourront ajuster à nouveau ces projections, mais le signal était 3 baisses de taux à partir de la deuxième partie de l'année 2024. Est-ce que ces chiffres-là sont cohérents avec ce calendrier, ou est-ce que c'est un calendrier qui peut encore être amené à bouger? Alors, eh bien, déjà, ça valide le scénario de calendrier de la Fed, contrairement au scénario de marché. On dit toujours que le marché a toujours raison. Eh bien, non, finalement, pour une fois, là, c'est plutôt le scénario de la Fed qui est beaucoup plus probable. La question qui se pose, on est toujours sur un chemin de baisse des taux. La question du timing, effectivement, se pose. Et là, ça vient valider plus ce message de prudence qu'on a pu entendre un peu plus dernièrement du côté des différents banquiers centraux, en particulier de la Fed, sur le fait qu'il y a peut-être un excès d'optimisme, d'autant plus que la croissance tient, un excès d'optimisme sur le début des baisses des taux directeurs de la part de la Fed.
Comment vous regardez, François, à ce stade, la balance des risques sur l'inflation, comme on dit, notamment côté américain, au regard de ce que le marché anticipe désormais? Le marché s'est aligné sur le calendrier de la Fed qu'on décrivait, effectivement. Ça s'est fait d'ailleurs sans dommage sur les actifs risqués, c'est à souligner. Mais comment vous voyez les risques évoluer? Est-ce que le risque est à nouveau à la hausse? Est-ce que le risque de voir le calendrier se décaler dans le temps est un risque important aujourd'hui? Oui, je pense que c'est un risque important. Si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier trimestre de l'année 2023, on a eu une accélération de la croissance qui s'explique principalement par la baisse de l'inflation. Et cette baisse de l'inflation a renforcé le pouvoir d'achat des ménages et donc a poussé la croissance à la hausse. Maintenant, le problème, c'est que cette croissance à la hausse peut poser des problèmes de retour de l'inflation à plus ou moins brève échéance. Donc, on peut se retrouver dans une configuration où la demande tenant de manière assez forte, et on a vu des chiffres de revenus qui étaient forts aux États-Unis aujourd'hui, et je pense qu'ils ont même plus d'importance que les chiffres du PCE, peut faire courir ce risque de second tour sur l'inflation. Les chiffres de salaire étaient importants aux États-Unis au mois de janvier. Même quand on regarde à l'intérieur de la zone euro, on avait à la fin, au 4e trimestre, une légère diminution ou un ralentissement du rythme de hausse des salaires, mais le 4e trimestre, ça a assez peu d'importance finalement, c'est le premier trimestre qui a beaucoup plus d'importance, et dans les datas qu'on peut trouver sur certains sites internet comme Indeed par exemple, on voit un léger démarrage des salaires en ce début d'année. Donc tout ça nous fait penser qu'il faut rester prudent sur le fait que la désinflation soit derrière nous. On a en tête qu'il y a pas mal de risques inflationnistes de moyen terme, mais oui, il est possible qu'on ait mangé notre pain blanc, qu'on ait eu une saisonnalité assez défavorable pour l'inflation au cours du Q4 de l'année dernière, et que en ce début d'année, on ait un petit peu plus d'inflation que ce qui était anticipé par le marché et qui repousse un peu plus loin les anticipations de baisse de taux. Sachant qu'on va avoir un timing assez serré, puisqu'on a une année d'élection importante, que j'ai du mal à envisager que la Fed commence à baisser ses taux au mois de septembre. Baisser ses taux au mois de septembre, ça veut dire le faire juste avant l'élection présidentielle. Ouais. Ce sera sans doute... S'ils peuvent éviter, oui, non, mais il est évident d'enclencher un cycle de baisse de taux en septembre. Il est évident que s'ils font ça, ils seront montés du doigt par Donald Trump, qui dira que la Fed est politisée, qu'elle est là pour aider les démocrates. Donc je pense que la fenêtre de tir pour la Fed pour pouvoir baisser ses taux, c'est le mois de juin. Avant, ça me paraît assez compliqué parce qu'on a encore une activité économique qui est très forte. Il va falloir qu'on les voit encore, ces chiffres de désinflation, que les chiffres du CPI surprennent un petit peu plus à la baisse, ou en tout cas que la surprise à la hausse qu'on a vue au mois de janvier ne se confirme pas au cours des prochains mois, parce que sinon la Fed va se retrouver dans une situation compliquée. Et admettons que ça arrive, il ne faut pas exclure que... la Fed ne puisse pas baisser ses taux de l'année. C'est-à-dire que si elle ne peut pas le faire en juin parce que les données sont encore trop fortes, en termes de croissance nominale, pour dire les choses simplement, bon, il y a un meeting en juillet, mais ce n'est pas un meeting avec de nouvelles projections. Non. Bon, septembre, vous dites c'est compliqué, on est assez proche de l'élection. Octobre aussi. Et octobre encore pire. Il reste décembre. Ouais, je comprends. Mais c'est un scénario alternatif aujourd'hui. Oui, ça reste un scénario alternatif, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe pour la Banque Centrale Européenne si la Fed se met dans ce chemin-là à ne pas pouvoir baisser les taux, non seulement en juin, mais peut-être même à l'automne? Alors, c'est vrai que la BCE a toujours été réactive par rapport à la Fed dans le passé. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette fois-ci, parce qu'on a quand même une divergence de croissance entre les États-Unis et l'Europe qui est forte. On l'a vu ce matin encore avec les chiffres du chômage en Allemagne, qui sont une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne. On a une situation vraiment très différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc, je pense que la BCE devrait être en mesure de baisser ses taux d'intérêt au mois de juin. Quelle que soit la décision que pourrait prendre la Fed à ce moment-là.
Oui, alors il faut aussi qu'on n'ait pas de rebond de Oui. l'activité en zone euro. Ouais. Mais je pense, oui, effectivement, que la BCE peut être capable de... Le pays qui est dans la moins bonne situation, c'est l'Allemagne, qui est un pays qui dépend du commerce international. C'est sûr qu'une baisse de taux de la part de la BCE, sans baisse de taux de la part de la Fed, ça ferait baisser l'euro, ça aiderait bien les Allemands. Donc je pense qu'il y a la place pour que la BCE puisse baisser ses taux, malgré le fait que la Fed ne le fasse pas. Christine Lagarde a une petite sortie là-dessus, il y a une semaine ou 10 jours, en rappelant que la BCE, les mouvements de la BCE étaient indépendants des autres mouvements des banques centrales. Non mais, en théorie, il n'y a rien dans le mandat qui empêche la BCE d'agir indépendamment de la Réserve fédérale américaine. Après, sur le terrain et dans la vraie vie, ça peut être parfois différent, mais elle a tenu à rappeler ça quand même, et je trouvais que c'est le moment où elle a voulu le rappeler était un moment, effectivement, où on pouvait commencer à se réinterroger sur le calendrier, ou la divergence de calendrier qu'on pourrait observer entre la BCE et la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Nourane et quand on reprend un petit peu la dynamique de marché depuis le début de l'année, intéressant de voir, et c'est ce qu'on disait, que le marché a effacé assez vite 3 baisses de taux. On partait dans l'idée de 150 points de base de baisse de taux côté américain, notamment cette année. Là, on n'est plus qu'à 3 baisses de taux anticipées par le marché. Et tout ça s'est fait dans le calme. Alors sur les marchés obligataires, ça a corrigé un petit peu, mais sur les marchés actions et sur les marchés d'actifs risqués en général, c'est comme s'il ne s'était rien passé, quoi. En fait, quand on regarde, je pense qu'on est dans un environnement économique extrêmement sain. Contrairement à tout ce qu'on peut peut-être entendre ou lire, quand on regarde la croissance économique, notamment du côté des États-Unis, je rejoins ce qui a été dit du côté de l'Europe et notamment de l'Allemagne, qui est plus en difficulté parce que plus exposée en fait au commerce international, notamment avec l'Asie. Mais du côté des États-Unis, quand même, il faut voir que la croissance économique a été révisée à la hausse de manière assez substantielle sur un mois. On est aujourd'hui en croissance anticipée à 2%, on était à 1,3%. Alors on est en ralentissement, certes, mais on est quand même sur une croissance aujourd'hui au-dessus du potentiel qui est à 1,7. Du côté des entreprises, on a des entreprises qui affichent au global, alors à quelques exceptions près, mais des résultats records. On a des taux de défaut qui restent quand même au global historiquement faibles. On a des banques qui sont aujourd'hui surcapitalisées et qui, on l'a vu, ont pu absorber des chocs comme SVB l'année dernière ou des faillites de banques régionales. Du côté des consommateurs, c'est vrai que la crainte, c'était de voir une consommation qui ralentit face à des taux d'épargne excédentaire qui s'étaient renormalisés. Mais finalement, on reste sur un environnement extrêmement sain pour le consommateur, avec des salaires qui continuent à croître, une inflation qui baisse et des taux de chômage historiquement faibles. Donc tout ça fait qu'on est quand même dans un environnement extrêmement solide, sans oublier que tous les chocs sont plutôt bien absorbés. On a quand même vécu une période Covid, crise, stress obligataire qu'on n'avait jamais connu, une inflation extrêmement élevée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a une croissance qui tient. On a finalement... C'est vrai que le niveau de désinflation ralentit, c'est-à-dire que la tendance ralentit, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, on n'est plus sur des niveaux alarmistes. On est à 2,8%, les objectifs sont à 2%. C'est plus à 2 chiffres. C'est plus à 2 chiffres, la même histoire. On était à 5%, et c'est vrai que 5%, c'est alarmiste, c'est stressant pour une économie, c'est vraiment la faiblesse de la monnaie d'une économie. Là, on n'est plus du tout sur ces problématiques-là. Donc, on a une désinflation qui va peut-être mettre un peu de temps, mais... c'est pas très grave, je dirais, pour les marchés. Et si on ne connaît pas le timing et si on ne connaît pas l'ampleur de la baisse des taux, c'est pas si grave, dès lors que finalement la désinflation et le niveau d'inflation n'est plus sur des niveaux... d'inconfort. On a une croissance qui tient, on n'a pas de récession en Europe au global, je dis bien. Donc, c'est pour ça que en fait, les marchés aujourd'hui reflètent une réalité économique et la réalité des entreprises. Oui, intéressant parce que c'est assez différent d'il y a 6 mois en arrière, où on avait toujours ce problème de croissance. C'est un peu effrayant de le dire comme ça, mais ce sujet d'une croissance américaine trop forte, sortant du 3e trimestre notamment, on se souvient que le repricing sur les marchés de taux et sur les marchés actions avait pu être un peu violent, toute proportion gardée, mais que ça avait été un moment un peu de reality check, avec des taux réels qui étaient quand même repartis, le 10 ans américain à 5%, et des marchés actions qui quand même étaient obligés de tenir compte
d'un scénario peut-être de surcroissance encore pour plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Aujourd'hui, vous le dites, la croissance, elle est toujours au-dessus du potentiel, mais le marché, notamment le marché action, voit les choses de manière un peu différente quand même. Oui, alors après, c'est vrai qu'on souligne beaucoup, souvent on pense que le marché action est irrationnel, et on l'entend, on le lit, beaucoup en disant qu'en fait on a atteint des niveaux historiquement élevés, mais finalement quand on regarde ces niveaux historiquement élevés, ils peuvent effectivement inquiéter, mais c'est des accroches un peu médiatiques et il faut essayer d'analyser par rapport à faire des comparaisons un peu historiques, c'est ce qui nous permet un peu de nous rassurer. Mais si on regarde la performance annualisée des marchés avant Covid et après Covid, pour faire simple, la performance annualisée des marchés actions aux États-Unis avant Covid, historique, donc 5 ou 10 ans, c'est 13%. En Europe, c'est à peu près 6%. Depuis le Covid, donc sur 5 ans, donc il y a une période satisfaisante pour l'analyse, donc depuis le 31-12-2019, on a exactement les mêmes performances annualisées aux États-Unis et en Europe. Mais sauf qu'on est passé par des mouvements de volatilité très importants, mais des grands pics et des grands creux. Oui, mais surtout avec un niveau d'inflation de 6, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la performance nette est flat en Europe, donc on est à 0 en Europe sur 5 ans, et on est moitié moins que la performance comparable historique aux États-Unis. Donc les niveaux historiquement élevés ne reflètent pas de performance, je dirais, exubérante par rapport au comparable et à l'historique. Après, on parlera peut-être de la concentration plus tard. Oui, bien sûr. Non, mais il y a derrière ce soutien des marchés actions, il y a eu effectivement quand même des phénomènes de fragmentation très forts. Quand on regarde ça d'un point de vue indiciel, le schéma good news is good news, où les actifs risqués achètent la croissance, ne s'alarment pas de voir quand même des baisses de taux effacées comme ça en quelques semaines, alors que c'était quand même la fondation ou le fondement du rallye de fin d'année, de se dire qu'il y avait quand même des baisses de taux assez rapides qui allaient venir, d'une ampleur assez importante, et que donc on pouvait remonter les valorisations des marchés actions, resserrer les spreads de crédit, etc. Là, c'est un schéma différent, mais qui fonctionne aussi pour les actifs risqués. Oui, mais le good news is good news, ou le Goldilocks, il est assez précaire. Il y a une limite. Il y a une limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien content parce qu'en gros, on a un chemin de désinflation. En fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est qu'en gros, à un moment, en fait, on était très inquiet pour la croissance. On disait, est-ce que c'est soft landing ou hard landing ? Est-ce que c'est une récession à l'horizon ? Est-ce que c'est une récession faible ou une récession profonde ? Alors que sur l'inflation, on disait, la désinflation est devant nous. Aujourd'hui, on est quelque part un peu dans le schéma inverse. C'est-à-dire que finalement, on se dit, la croissance tient de façon de façon marquée. On avait eu des PMI sur le côté manufacturier qui étaient très faibles, qui reviennent un peu. Les services tiennent. Mais à côté de ça, la désinflation, la dernière partie, ça stagne un petit peu. C'est bien aujourd'hui dans le schéma actuel. Je rejoins le point comme quoi 3% d'inflation, on peut vivre avec. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux directeurs, 4 en Europe, 5,5 aux US. On peut débattre de où est le taux neutre. Mais en tout cas, il n'est pas à ces niveaux-là. Donc on est sur des politiques monétaires qui sont extrêmement restrictives. Ouais. Et donc, si cette inflation à 3 induit une politique monétaire qui reste sur ces niveaux-là, ça va induire tôt ou tard cet impact sur la croissance. Ouais. Donc aujourd'hui, on est bien, on est très content d'être dans cette situation-là. Finalement, il y a vraiment des fondamentaux, même macro, mais aussi microéconomiques quand on regarde les résultats des entreprises qui sont solides. Il y a les fenêtres de financement qui sont ouvertes, quel que soit le profil de l'émetteur, quasiment quel que soit le profil de l'émetteur, il arrive à se refinancer, il a accès aux capitaux. Donc tout ça, ce sont des arguments plutôt solides aujourd'hui. Donc on est bien dans ce schéma de good news is good news, mais ça reste quand même un schéma fragile aujourd'hui. Oui, il y a une limite effectivement à ce schéma-là, avec des taux restrictifs, en tout cas maintenus à ces niveaux-là. Voilà, donc on a vraiment besoin de voir ce dernière phase de désinflation se matérialiser encore plus et se rapprocher, en tout cas la dynamique de désinflation continuer sur les prochains mois.
le marché s'habitue aux bonnes surprises sur la croissance américaine. Est-ce qu'on pourrait être surpris positivement du côté de la zone euro également, François? La question est toujours un peu incongrue. Quand on parle de la zone euro, on connaît le track record, la médiocrité, etc. Mais bon, il y a médiocrité et médiocrité. Là, on a révisé encore le chiffre de croissance française à la hausse. C'est rien, c'est 10 BP, mais c'est quand même... Ça va dans le bon sens. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des raisons Je regardais les dernières enquêtes PMI. Alors, c'est des enquêtes. Si on enlève l'Allemagne et la France, ça réaccélère en zone euro. Même juste en retirant que l'Allemagne. Même en retirant que l'Allemagne, ouais. ça réaccélère. Juste un point pour apporter ma contribution sur les marchés actions. Les marchés actions américains, effectivement, quand on les regarde en relatif par rapport au taux d'intérêt aux US, sont quand même à des niveaux assez élevés. On a des primes de risque négatives. Primes de risque négatives sur les actions américaines? Sur les actions américaines. Oui. Et ça, on voit bien pas mal de dirigeants d'entreprises américaines qui vendent leurs titres. Ouais. Également, tout ça me fait dire que le potentiel aux États-Unis est limité. Néanmoins, pour revenir à la croissance européenne, oui, on peut avoir des bonnes surprises sur la croissance européenne. Et je pense que finalement, la façon dont se fait cette croissance, c'est-à-dire qu'elle soit plus tirée par la locomotive allemande qui fait sa croissance sur un modèle d'exportation, est très sain pour la zone euro. Parce que même si la BCE nous fait une erreur de politique monétaire et ne baisse pas ses taux cette année, par exemple, parce qu'on a effectivement des chiffres de salaire un peu en augmentation au cours du premier trimestre, qu'on commence à avoir un léger rebond des PMI et donc que la BCE attend, on ne sera pas du tout dans les mêmes impacts que ceux qu'on avait pu avoir en 2011 où ça avait été un éclatement des spreads périphériques, parce que la faiblesse de la zone euro à ce moment-là venait des pays du Sud. La faiblesse de la zone euro aujourd'hui, elle vient de l'Allemagne, et finalement... Si on doit avoir un petit peu de hausse du ratio dette sur PIB en Allemagne, je pense que ça ne choquera personne. Personne ne s'en inquiétera. Oui. Non. Donc là-dessus, moi je pense effectivement qu'on voit à l'intérieur des PMI un début de rebond. On a vu pas mal de pessimisme sur la croissance européenne et qu'on peut de ce côté-là être plutôt agréablement surpris pour la zone euro. Oui. Avec là une prime de risque action qui n'est pas à zéro ou négative. Qui n'est pas à zéro ou négative. On est sur des niveaux, on n'est pas sur les plus historiques, mais on est sur des niveaux confortables sur les primes de risque action européennes. Ouais. Oui, on m'a dit alors prime de risque action négative sur le marché indien aussi, par exemple. Là, ils ont des taux à 7%, etc. Non, mais voilà, il y a, dans les gros marchés, effectivement... il y a ce qui se passe en Chine, au Japon, et puis ce qui se passe aux États-Unis ou en Inde, pour parler juste des marchés boursiers. Tout à fait. Ouais. Parlons justement des marchés actions, Nouran. Oui, alors l'idée que les indices sont au sommet, c'est pas un argument pour dire qu'il faut vendre. Ça, j'ai compris. Hein. Oui. Oui, non mais il faut le rappeler. Non mais il faut le rappeler. Vous avez livré déjà quelques arguments de ce point de vue-là. Maintenant, comment vous regardez la manière dont la hausse se fait, si on prend les grands indices comme référence, il faut bien qu'on ait un thermomètre commun pour en discuter. Est-ce que la hausse est saine? Est-ce que vous trouvez quand même une forme de diffusion? Est-ce que, sans avoir l'idée de sortir de la tech, ce qui n'est pas du tout le sujet, mais est-ce qu'on trouve quand même d'autres poches, d'autres contributeurs que le seul thème tech, US, IA, etc., qui est un super moteur et on peut en discuter, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres moteurs dans ces marchés pour générer de la performance là? Alors là où vous avez raison, c'est qu'on entend deux choses. Et on lit deux choses, c'est les marchés sont au plus haut et les marchés sont extrêmement concentrés. Donc tout ça sous-entend finalement une incohérence, une irrationalité des performances boursières par rapport aux réalités économiques et des fondamentaux des entreprises. Donc si on se pose les bonnes questions, c'est... j'ai répondu en partie sur effectivement les niveaux historiquement élevés. Ouais. Si on regarde sur la concentration, si on se pose les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui a amené cette concentration? Donc quand on regarde... Qu'est-ce qui a amené? Est-ce que cette concentration est rationnelle? La croissance des BPA, donc la croissance des résultats des 7 magnifiques, alors si on la normalise sur 2 ans, parce qu'on ne peut pas prendre que 2023, puisque 2023, il y a eu un rattrapage de 2022. C'était le contre-coup de 22, oui, voilà, ou l'inverse. On va prendre 2 ans et on va regarder la croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques. La croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques, elle est de 50% sur 2 ans. La performance boursière de ces 7 magnifiques, elle est de 30%.
Donc on voit bien qu'il n'y a pas de surréaction, il n'y a pas d'irrationalité des marchés et il n'y a pas de gonflement de PE, bien au contraire. Donc je pense qu'il y a encore de la place finalement sur ces valeurs-là. Si on regarde Nvidia, sur lequel en fait tout le monde se focus, c'est pareil en fait. On est à 164% ou 165% de performance boursière. On a une croissance des BPA de 200%. Donc, on a un PE qui a divisé par 2. Donc, quasiment divisé par 2. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attention, alors si on regarde le S&P 100, c'est 7 magnifique. Effectivement, aujourd'hui, il y a un petit décalage parce que la croissance des BPA, on est à 0 et on a une performance boursière de 10. Ouais. Donc, effectivement, attention, je suis pas en train de dire c'est le reste du marché qui se renchérit, en fait. C'est le reste du marché qui se renchérit. Je ne suis pas en train de dire que tout le marché est rationnel. Je suis en train de dire aujourd'hui que cette concentration, elle est logique. Et en fait, elle représente des performances liées à l'intelligence artificielle notamment. Et ce qui inquiète aux États-Unis, c'est que cette concentration, elle est concentrée autour de l'IA. Autour de l'IA, la tech, etc. Quand on parle des granolas, par exemple, maintenant on parle des 7 super, je crois, ce matin, j'ai lu. Juste donne les granolas, parce que Goldman nous le sort en 2020, mais on n'en reparle que maintenant. C'est en Europe, c'est 11 valeurs, Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo, L'Oréal, LVMH, Astra, SAP et Sanofi. Mais c'est pas comparable en fait. Parce que ces valeurs-là, déjà, c'est les 11, je crois. 11 plus grandes capitalisations européennes. Ce n'est pas les 11 plus grands contributeurs, parce que quand vous regardez là-dedans, il y a des mauvais contributeurs. Sanofi, oui. Quelques années. Voilà. Donc en fait, c'est des éléments mathématiques qui ne sont pas comparables. Et puis le problème de la concentration aux États-Unis, c'est que c'est la concentration sur un secteur. Là, en fait, on est sur. Oui, c'est plus diversifié. C'est plus diversifié. Et mathématiquement, bien évidemment, comme dans les portefeuilles, dans les fonds ou dans les indices, la performance est toujours portée par les 10 premières valeurs, par 10 contributeurs, 5 contributeurs. Très bien. Le fonctionnement du marché ETFisé fait que c'est comme ça aujourd'hui. Oui. Mais entre les 7 magnifiques et les granolas, qu'est-ce que vous préférez là aujourd'hui ? Alors, je préfère les 7 super qu'a cité Citi ce matin. Alors, je ne sais pas lesquels c'est européen ou c'est américain, les 7 super ? C'est européen. Donc, c'est plutôt l'Europe, alors. Mais en fait, on va retrouver les vrais contributeurs à la performance et qui sont assez diversifiés. Il y avait Schneider, il y avait Ferrari, il y avait des valeurs. Donc, ça reste assez diversifié. Mais en fait, ce que je regarde plus, c'est vraiment est-ce que la croissance passée, qui est réelle et qui est un fait, va continuer à se prolonger sur les 2-3 prochaines années. Et là, toute la thématique de l'IA est quand même intéressante parce que c'est la seule thématique qui touche, c'est la seule avancée technologique qui touche quasi la totalité des secteurs. Et ça, on n'a jamais vu ça dans le passé. Les avancées technologiques ne touchaient pas tous les secteurs. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure. En fait, il y a un truc de long terme quand même qui s'est installé de ce point de vue-là et pas juste monosectoriel. Oui, il y a des choses qui vont se matérialiser dans le temps qui ne sont pas toutes matérialisées encore. Sur prime de risque action négative aux États-Unis, est-ce que ça veut dire qu'il y a une bulle ou pas, François ? Alors effectivement, si on regarde depuis 2 ans, c'est un fait, cette magnifique n'augmente que 30% quand le résultat a augmenté 50%. Entre-temps, les taux d'intérêt sont quand même passés de 0 à 5,5. Donc il y a aussi cet aspect qu'on doit prendre en compte, qui est de regarder les marchés equity versus les marchés obligataires et versus les marchés monétaires. Donc je pense que... et puis... Pour parler de la concentration, on a Tesla, qui n'est pas forcément dans ces 7 magnifiques, qui n'est pas forcément une entreprise dont les résultats ont beaucoup monté, ou autant que les autres, et qui n'est pas forcément une entreprise du secteur de la tech. Donc bon, mais elle est dans les 7 magnifiques, c'est vrai. Vous avez raison. Et c'est la seule qui effectivement a connu un re-rating, un gonflement de PE qui est irrationnel. Et qui n'y restera peut-être pas. Peut-être qu'on n'aura plus que 6 magnifiques dans quelques trimestres. Donc sur les actions européennes, les actions européennes, elles, pour moi, sont très loin de ces niveaux stratosphériques. On a sur une bulle sur l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a énormément d'investissement qui est fait dedans. Tout le monde veut investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est ça qui tire le carnet de commandes d'NVIDIA, et effectivement que la valorisation d'NVIDIA est finalement pas si chère que ça au regard de son carnet de commandes. La difficulté, ça va être de voir toutes ces entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elles vont réussir à monétiser ces investissements. Et
pour l'instant, cette année 2024, ça va C'est être pas le sujet. investissement et c'est Oui, pas le oui, sujet. Et Là, il faut s'équiper. C'est la course à l'armement, pour reprendre une terminologie guerrière, malheureusement. Mais l'année prochaine, ça va être comment est-ce qu'on réussit à monétiser ça. Et là, effectivement, il peut y avoir quelques déceptions de ce côté-là. Ouais. Sur les marchés de crédit, quel est un peu l'état des lieux qu'on peut faire avec vous, Zacharia? Voilà, bon, les marchés actions, on en discute, le thème de l'IA porte, les grandes valeurs européennes ne déméritent pas aujourd'hui, le Nikkei a comblé son gap de 34 ans. Sur les marchés de crédit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sur le marché de crédit, on connaît un peu le même sentiment positif que sur le marché action, à savoir des primes de risque qui sont plutôt bien compressées, mais qui reflètent justement, comme vous le soulignez, des taux de défaut qui montent, mais qui montent finalement juste pour revenir à leur moyenne long terme historique. Et on n'y est même pas. Donc, dans un contexte de hausse des taux sur lequel on a eu une année 2022 très difficile en termes de financement, de par les taux d'intérêt, mais aussi de par le contexte de la guerre en Ukraine, eh bien, finalement, le marché de crédit se porte plutôt bien. On voit des émetteurs, même avec des ratings très bas, c'est-à-dire sur la partie high yield, qui ont pu revenir, se refinancer. Ouais. On a vu des secteurs qui ont été très stigmatisés, tels que l'immobilier. On a vu des acteurs de ce segment-là qui reviennent. Même l'immobilier nordique qui a été on va dire, étiqueté comme la bête noire bien sûr. de l'investissement en Europe, revenir sur le marché et se refinancer. Donc en fait, sur le marché du crédit, on peut voir que finalement, les primes de risque sont compressées, mais ils sont compressés en reflet à cette croissance qui tient, parce que finalement, ce qui compte sur la partie high yield est des taux de défaut qui ne montent pas tant que ça. Ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'histoires, on va dire, idiosyncratiques. Spécifiques, bien sûr. Oui. Et justement, c'est ça qui vient alimenter ces taux de défaut. Mais même en regardant en fait, les émetteurs les moins bien notés, c'est-à-dire sur le segment des ratings, on va du AAA jusqu'à simple C. Si vous prenez juste tous les triple C et plus bas, donc vraiment les plus mal notés, et si vous mettez tous ces entreprises-là en défaut, eh bien en fait vous n'arrivez même pas à la moyenne long terme de taux de défaut. Du taux de défaut. Voilà, exactement. Donc il n'y a rien de systémique, vous dites, dans cette poche-là et ce segment-là du marché crédit. Oui, et il y a aussi, en fait sur le marché de crédit, il y a une sorte d'effet auto-réalisateur, c'est-à-dire que en fait, quand vous avez des entreprises qui arrivent à se refinancer, eh bien, souvent, cette capacité de refinancement, elle éloigne le risque de défaut, et puis ça donne du temps pour générer des bénéfices pour pouvoir rembourser, pour faire simple. Eh bien, on s'achète du temps, voilà. C'est souvent la logique. Par contre, quand vous avez en fait, un marché de crédit qui est fermé, même des entreprises qui se portent bien, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des difficultés de financement, et là, pour le coup, ça génère des problèmes qui n'existent pas. Donc là, on est plutôt sur le côté plutôt vertueux sur le marché du crédit. Sur les souverains, comment se passent les émissions là, au terme des 2 premiers mois de l'année? Est-ce que les programmes d'émission se déroulent correctement? On bat record sur record sur les émissions. On voit que... en termes quoi? De montant de levée, bien sûr, mais de demande. En montant de levée et de demande. On compte plus. On compte plus. Et finalement, ce qui est plutôt positif et là, c'est plutôt un segment positif sur l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a vu beaucoup d'anticipation en fait, de refinancement de beaucoup de souverains. Ce qui fait que finalement, le sujet de l'offre de papier, est-ce que ça peut impliqué en termes de mouvement de taux, on a moins ce sujet qu'on va avoir sur les États-Unis sur l'année 2024. Après, ce qu'on voit, c'est que finalement, cette courbe de taux, on parlait tout à l'heure justement de ces régimes, en fait, donc là, par exemple, si on regarde les régimes de corrélation entre les actions et les taux, eh bien, en fait, on voit toujours qu'on n'est toujours pas revenu de façon stable sur un régime où les taux sont forcément protecteurs, dans le sens où, en fait, il y a toujours ce sujet d'inflation. On voit aussi ça au niveau des volatilités, c'est-à-dire la volatilité des taux reste beaucoup plus élevée. Au contraire de la volatilité des actions, vous avez vraiment un bec avec la volatilité des actions qui est au plus bas et la volatilité des taux qui reste, somme toute, assez élevée. Donc, il faut plutôt aller chercher sur les souverains dans des économies. On a
en tant qu'investisseur, on a la chance d'avoir en fait des économies qui sont de plus en plus désynchronisées, en particulier sur les émergents où ils sont vraiment sur la phase de surprise économique négative. Des marges de manœuvre des banques centrales. Et du coup, en fait, il y a de la valeur à aller chercher et des histoires de plus en plus spécifiques, pays par pays, vous dites aujourd'hui. Tout à fait. Qui décorrèlent un petit peu de l'ensemble si on regarde, par exemple, risque marché global. Tout à fait. On regarde par exemple l'Europe de l'Est, il y a certaines histoires en Amérique latine dans lesquelles le chemin de désinflation est bien entamé, la croissance est un peu plus fébrile et la communication de banquiers centraux sont plutôt pour voire même en fait des baisses des taux qui sont déjà déclenchées. L'effet supply finalement c'était une des craintes. Bon, finalement, c'est pas un risque si important que ça, en tout cas. Je pense que les investisseurs qui avaient acheté des emprunts d'État allemands en début d'année, le 1er janvier, sont pas tout a un peu corrigé. Sont pas très bien lotis non plus. Tout a un peu corrigé, on a 50 BP de hausse des rendements depuis le début de l'année. Ouais. Donc, je veux bien qu'on ait une demande record pour les emprunts d'État, n'empêche qu'il y a eu surtout une offre record et des remontées de rendement. Oui, pour l'instant, on est plutôt en perte sur des souverains. Oui, ça c'est certain qu'on est en perte sur les souverains. Et à part les compressions de marge sur les corporates ou sur les émergents, on ne gagne pas d'argent sur le marché obligataire. Ça, c'est certain, malheureusement. Ouais, mais c'est une situation qui est installée pour durer de ce point de vue-là. La corrélation stock-bond aujourd'hui, alors qui a un peu changé à nouveau, tout à fait. D'ailleurs. Est-ce que là aussi, c'est un schéma qui peut être durable pour quelque temps encore, là ? À court terme, il faut avoir en tête effectivement que ça tient. Les marchés actions sont déconnectés des marchés de taux d'intérêt qui ne sont plus des marchés directeurs. Et il est possible que si demain les marchés actions redeviennent directeurs, si on a une correction sur les marchés actions, les marchés de taux repéreront. Parce que ce qui est certain, c'est que les banques centrales aujourd'hui... ce qui les empêche de baisser leur taux d'intérêt, c'est le fait de se dire, en gros, j'ai à peu près réussi ma mission sur l'inflation, on est revenu pas très loin de 2%. Mais finalement, je pense elles freinent un petit peu parce qu'elles se rendent compte que les salaires sont toujours en hausse assez importante et puis que les marchés actions sont très bien valorisés. Qu'est-ce qui se passe demain si la Fed baisse ses taux On va avoir... les marchés actions qui vont repayer, la croissance qui va repartir, mais tout ça sans inflation. Non, il y a un moment où je pense que les banques centrales sont un petit peu plus précautionneuses que ça, et il est possible que, effectivement, une petite correction sur les marchés actions suffise à faire repayer les marchés obligataires, et puis que ce soit qu'une petite correction finalement. Ouais. Donc, je pense que cette corrélation, elle est devenue très instable. Ouais, c'est ça. On a eu une corrélation stable et négative entre les actions et les obligations pendant pas mal d'années. Une corrélation plutôt stable et positive entre les deux en 2022 et 2023. On est sur un rythme de corrélation peu stable aujourd'hui. Bon, on verra, puis fin de mois, il y a toujours des rebalancements, comme les actions bien payées, que les taux ont un peu moins bien payé. Peut-être qu'on verra des effets de marché aussi de ce point de vue-là dans les prochaines heures et les prochains jours. Pour conclure avec vous sur le thème de l'IA, je précise, on va avoir un spécialiste santé pour parler notamment du levier de l'IA dans la santé. Comment vous regardez un peu le coût moyen-long terme, le coût, l'opportunité, l'opportunité moyen-long terme, pour dézoomer un peu de l'obsession Nvidia et semi-conducteurs du moment. Comment on se projette à moyen long terme et sur quel secteur on a envie d'être positionné pour jouer le levier de l'IA En fait, il y a plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement, tous les secteurs sont touchés. Donc le premier secteur, bien évidemment, c'est le secteur des semis, donc la capacité de production sur l'intelligence artificielle, modulo quand même que le secteur des semis l'année dernière était en baisse de 11%, reste drivé par les smartphones et les PC qui sont effectivement en demande très affaiblie. Donc globalement, ce que disent les acteurs, d'ailleurs tous les acteurs, à part bien évidemment Nvidia qui est focus sur l'intelligence artificielle, tous les acteurs des semi-conducteurs ont vu une baisse du chiffre d'affaires en 2023, verront une stabilité en 2024, et là on aura un redémarrage assez fort de la croissance en 2025. Ensuite, le deuxième segment de marché qui est affecté touché par l'IA, c'est l'infrastructure. Donc où héberger la donnée ? Bon, alors là,
c'est simple, il faut juste tourner vers les États-Unis. Les États-Unis contrôlent les 2/3 du marché des clouds et des data centers. On a une croissance qui est anticipée globalement autour des 20% sur les 5 prochaines années. Donc, bon, là, on va dire que c'est déjà... Globalement, les impacts sont déjà visibles dans les comptes de résultats. Et ensuite, ça, c'est l'infrastructure directe. On oublie de parler aussi de l'infrastructure, je dirais peut-être indirecte, c'est-à-dire que les principaux coûts des data centers, c'est la gestion de l'alimentation et de l'énergie. Oui. Donc là, on va retrouver pas mal de valeurs industrielles, des gros leaders européens. On a Atlas Copco, on a des valeurs comme SPIE, on a des valeurs comme Schneider, qui effectivement est le numéro 1 mondial sur la gestion des infrastructures électriques pour les data centers. Et là, c'est une réalité qui va arriver, c'est-à-dire qu'on a 20% du backlog qui est drivé que par les data centers, et ça, c'est nouveau. Donc, c'est pour ça que ça explique aussi un peu, peut-être, un engouement de certains investisseurs sur cette valeur, mais qui est, pour moi, réel. Et puis après... Sans compter juste sur les data centers, Nouran, parce que la question énergétique ou énergivore va quand même se poser, dans un monde où la question énergétique est déjà posée de manière générale. On m'a expliqué quand même que pour faire tourner le data center avec 30 000 GPU de ChatGPT, ça consomme quand même un certain nombre de puissances, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de l'efficacité énergétique se posera pour les fabricants de puces. Alors, ils travaillent déjà sur le sujet, bien sûr, mais il y a aussi d'autres acteurs qui pourront peut-être apporter là de la valeur. Là, on a la deuxième thématique de la transition énergétique. Oui, mais ça décuple, j'allais dire, la dimension énergie, d'une certaine manière. Si on se met tous à utiliser ChatGPT comme des malades. Oui, tout à fait. Il y a cette vraie question, et puis après, il y a la gestion réglementaire, des données éthiques, etc., pour bien contrôler l'utilisation de l'IA. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, le troisième pôle d'entreprise, c'est les utilisateurs. Et alors là, c'est effectivement très large. Les utilisateurs, on va retrouver le secteur de la santé, les bancaires, le retail, les logiciels. Et là, effectivement, c'est vraiment ce qu'on va voir. Et ce n'est pas du tout visible aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est en plein investissement. Et donc, on va commencer à voir une amélioration de la productivité, l'efficacité des process, etc. On va commencer à le voir à partir de 2025. Mais quand on écoute un peu ce qui se dit, je pense qu'il y a plein de fois où on a eu des faux départs sur des avancées technologiques, le métaverse, etc. Là, je pense que c'est une réalité qu'on voit quand on écoute le CEO de Capgemini. Il dit qu'il n'y a pas un seul de nos clients qui n'investit pas de manière directe, indirecte, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Non, mais je crois que et là, en fait, c'est pas le métaverse, quoi. C'est pas le métavers. Là, c'est l'intégration. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir une question pour certains, ceux qui vont vendre l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils vont tous réussir à la monétiser? Mais ceux qui l'utilisent vont réellement l'utiliser et vont vraiment avoir une amélioration quand même très nette. Alors, il faut savoir les distinguer, ça c'est très clair, et il faut savoir sélectionner les bons acteurs qui vont en bénéficier. La fintech suédoise Klarna nous a donné un aperçu hier de ce qu'on pouvait faire en un mois avec un chatbot, quoi. Et bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nouran Charer, Mansartis, François Collet, DNCA Investments et Zakaria Darwish, CPRM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec un point sur différentes actualités du secteur de la santé. Et c'est Olivier de Royer qui est à mes côtés pour en parler, gérant action chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Oui, le premier petit update que je voulais faire avec vous, c'était sur les GLP-1, bien sûr. Donc la course contre l'obésité, l'avènement des nouveaux traitements anti-obésité, partant évidemment du duopole Eli Lilly Novo Nordisk qui s'est constitué. Il y a quand même des concurrents qui travaillent sur le sujet, et on a vu ces derniers jours des annonces qui ont été saluées de la part de Zealand, qui est d'ailleurs un Danois, boîte danoise, biopharma danoise, comme les Novo Nordisk, et Viking Therapeutics aux États-Unis.
Ouais, exactement. Alors le plus spectaculaire, c'était quand même Viking, parce que c'était vraiment dans l'obésité, alors que Zealand, c'était plutôt dans la nage, qui était une pathologie un peu proche. Mais c'est vrai que Viking a pratiquement doublé sur la semaine, avec des résultats d'efficacité à ce stade qui paraissent même un peu meilleurs que les médicaments d'Eli Lilly et Novo Nordisk. Mais en fait, il ne faut pas complètement s'emballer. Et d'ailleurs, le cours de Novo Nordisk et d'Eli Lilly s'est quand même pas effondré sur la nouvelle, parce qu'il y a quand même des différences de schéma d'administration. On ne peut pas exactement comparer. Le nombre de semaines ne sont pas très comparables. C'est vrai que si on extrapole la courbe, on peut dire ça va être encore mieux, mais on sait quand même pas tout sur les effets secondaires, sur les schémas d'administration. Et puis c'est quand même des médicaments qui seront pas sur le marché avant 2028-29 dans le meilleur des cas. Donc c'est quand même pas demain. Maintenant, c'est vrai que le parcours de Novo Nordisk et d'Eli Lilly a été incroyable. Nous, c'est des valeurs qu'on a en portefeuille depuis longtemps. Aujourd'hui, on serait peut-être quand même un peu moins euphorique que ce qu'on pouvait être il y a 2 ans sur ces valeurs, avec cette concurrence, effectivement. Il y a eu quand même des révisions de bénéfices pour Novo Nordisk de 150% depuis le début 2021. Donc, c'est vrai que ça va être difficile de faire aussi bien dans les 2-3 ans à venir. Le marché, aujourd'hui, est attendu quand même maintenant proche des 100 milliards de dollars en 2030. Incroyable. On prend cette référence 2030 parce qu'il faut se projeter un peu. C'est pas le PE de l'année prochaine qui peut faire le titre la aujourd'hui. différence. Donc voilà, il faut se projeter. Ça veut dire qu'on va avoir quand même 2 produits. Alors, il y aura des noms commerciaux un peu différents, mais les 2 molécules de chacun des leaders, on parle quand même de plus de 30 milliards de dollars. Donc, c'est les plus gros produits de l'histoire de la pharmacie. Bon, c'est quelque chose qui est quand même bien compris aujourd'hui. Ouais. Novo gère bien cette hypercroissance. Je parle même de la gouvernance de l'entreprise. Alors, il faut des capacités de production. Ils investissent considérablement. Je crois qu'ils ont signé une acquisition aussi. Oui, ils ont acheté, voilà. Tout ça est bien maîtrisé parce qu'on sait aussi les risques de l'hypercroissance. Il peut y avoir des erreurs à un moment faites. Non, mais là-dessus, ils gèrent bien. Effectivement, ils ont acheté Catalent, qui était un peu en difficulté, qui avait des gros problèmes depuis 2 ans, ce qui fait qu'ils les ont payés sur une prime quand même qui était raisonnable. Alors, c'est pas directement Novo qui les a achetés, mais enfin, c'est la fondation. Voilà, d'accord. Mais ça revient quand même globalement au même. Non, je pense que tant qu'on est dans des problèmes d'excès de demande par rapport à l'offre, c'est des bons problèmes. C'est-à-dire que régulièrement, ils vont dire c'est un problème dont il faut qu'on s'en occupe, mais globalement, c'est quand même un très bon problème par rapport à beaucoup de gens. Donc non, je pense que les risques principaux aujourd'hui, c'est effectivement la concurrence qui potentiellement pourrait effectivement arriver à des qualités similaires. Et s'il y a 3, 4, 5 acteurs sur le marché, évidemment les prix pourraient être un peu sous pression, même si on sait aussi que Novo et Lilly ont des successeurs dans le pipeline qui ont montré des résultats qui sont déjà quand même sensiblement supérieurs qu'Agriseman Novo Nordisk pour arriver en 2025, et les résultats sont sensiblement supérieurs aux résultats de Ozempic qui est aujourd'hui vendu. Donc il y a tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui font qu'aujourd'hui... Et puis il y a le joker Alzheimer. Alors c'est ça, j'allais dire, est-ce qu'on a une vue, autant vous dites sur le marché obésité, on a une vue un peu claire à 2030, est-ce que dans d'autres types d'indications, est-ce qu'on a un périmètre, j'allais dire, à peu près défini aujourd'hui? Sur Alzheimer, on ne sait pas, il n'y a pas encore de résultats cliniques tangibles, mais ce qui paraissait complètement farfelu au début quand on en parlait, aujourd'hui il y a quand même des données cliniques qui montrent que c'est pas complètement délirant, c'est pas suffisant pour soigner Alzheimer, mais ça peut faire partie avec d'autres molécules d'un arsenal thérapeutique. Des combinés, quoi. Sur le plan des marchés, c'est au-delà de Novo et Lilly, les vedettes, bien sûr, c'est le retour quand même du compartiment biotech. Alors, aux États-Unis notamment, de toute façon, c'est le marché leader, y compris pour les biotech. Depuis la fin d'année, oui. Un plancher de valorisation a peut-être été marqué? Ah oui, on a eu c'est surtout ça a commencé en fait fin octobre, début novembre. Depuis, on a eu un rebond sur l'indice biotech XBI, le tracker biotech, de 65% quand même depuis le point bas. Alors, on parle quand même d'un indice qui était au même niveau que 4 ans avant, qui avait quand même baissé depuis août 2021 assez sensiblement. Donc on était très bas. Il y avait une ambiance qui était un peu dépressive, il faut le dire, l'année dernière sur ce compartiment. C'est-à-dire que même quand vous aviez des résultats cliniques qui étaient positifs, je ne parle pas des négatifs, même quand ils étaient positifs, vous pouviez perdre 20%. On a eu comme ça des exemples de sociétés qui ont perdu 20% sur des résultats positifs chez Montpensier, et puis qui derrière, finalement, ont été rachetés 3 fois plus cher quelques mois plus tard, effectivement, par des laboratoires. Donc il y avait quand même une valorisation qui était quand même très faible, même si la biotech, c'est des valorisations particulières, mais c'était quand même très faible. Et puis en face, il y avait quand même des grands laboratoires pharmaceutiques qui avaient des besoins, puisque quand même, il y a à peu près 200 milliards dans les 5 ans à venir de chiffre d'affaires qui va avoir des expirations brevetaires dans la pharma, ce qui est quand même 4 fois plus qu'au cours des 5 années précédentes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des pharma qui ont des besoins de remplacer leurs produits existants, et donc effectivement on profitait de l'aubaine pour y aller. Donc on a vu quand même beaucoup de M&A.
nous, on traque trimestre par trimestre le nombre d'opérations qui se font. Dans le creux, au plus bas de 2022, on est tombé à 2 deals. Donc, c'est quand même pas grand-chose. Et là, on est remonté quand même graduellement. On a atteint un pic historique de 21 deals sur le 4e trimestre. Ah ouais. Donc, ça a été quand même extrêmement conséquent. On sent qu'en fin d'année, il y a eu une espèce de... Comme les cours commençaient à remonter, de FOMO, de peur de rater le train de la part des grands laboratoires pharmaceutiques. Et donc, clairement, ça a attiré le secteur. Ça a permis aussi le retour des IPO récemment. Ouais. Qu'est-ce qu'ils achètent quand sur ces 21 deals là, est-ce qu'il y a des indications particulières qui sont plus recherchées que d'autres? Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment l'obésité. Hein, c'est sûr que voilà. On sait que Pfizer qui rate tout en interne une fois de plus. Bon, ils vont peut-être quand même finir par en acheter une parce que ils ont besoin d'être là. Aussi. Oui. Voilà, ils ont besoin d'être là. Bon, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en cancérologie, on sent qu'il y a des plateformes technologiques aujourd'hui qui sont indispensables. Tout laboratoire aujourd'hui qui est présent dans le secteur doit avoir un anticorps conjugué, ce qu'on appelle des ADC. C'est de la chimiothérapie ciblée. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train progressivement de remplacer la chimio comme standard de traitement de base. En première intention, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, tous les labos qui n'ont pas de plateforme vont acheter des plateformes. Bon, et après, il y a des stratégies un peu différentes qui sont un peu dépendantes de la situation des grands laboratoires. Donc ceux qui vont bien, vont prendre un peu plus de risques, acheter des sociétés un peu en amont, qu'elles vont payer 1, 2, 3, 4 milliards, qui n'ont pas encore forcément de produits sur le marché, qui sont dans des phases de développement, mais qui ont montré des résultats déjà best in class, très prometteurs sur des nouvelles molécules. Effectivement, typiquement, un Novartis qui va bien, qui a eu des succès, qui a de la croissance, va faire ça. Bon. Et puis, il y a des sociétés qui vont moins bien, type Bristol Myers, PE de 7, des doutes sur le remplacement du portefeuille actuel, qui vont être prêts à payer, je dirais même à surpayer des biotech. Ils ont acheté Karuna Therapeutics dans tout ce qui est un peu dépression et schizophrénie en fin d'année dernière. 14 milliards de dollars quand même pour un premier actif qui commence à être sur le marché aujourd'hui. Mais c'est des sociétés qui se disent, même si je ne crée pas de valeur à long terme, à court terme, je vais quand même augmenter ma croissance. Et quand je suis très peu valorisé, j'espère que ça va... Bon, mais c'est une stratégie que nous, on n'aime pas trop globalement, parce que beaucoup de pharma ont souvent fait ça. Alors c'est relutif à court terme, quand on regarde le PE, c'est bien, mais à un moment donné, quand on regarde une création de valeur en DCF à long terme, ça n'est pas forcément idéal, quoi. Donc ceux qui vont bien font plutôt des bonnes choses et ceux qui vont moins bien font des choses plus discutables. L'autre sujet sur lequel j'attendais de vous entendre, Olivier, c'est le levier de l'IA dans le secteur de la santé, parce que beaucoup de non-spécialistes, des généralistes nous disent c'est un des secteurs où on va avoir peut-être le plus de retours, de résultats tangibles rapidement. Oui, alors de toute façon, je crois que dans tous les calls que j'ai pu écouter, il n'y a pas une boîte qui n'a pas parlé d'IA, donc c'est devenu vraiment un phénomène incontournable. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réalité? Il y a des sociétés qui n'avaient pas attendu forcément de ChatGPT pour faire des choses. Donc là où c'est vraiment le plus tangible dans le domaine de la santé, c'est dans la découverte de candidats médicaments potentiels. C'est-à-dire qu'avec la bioinformatique, il y a des sociétés, par exemple, comme Genmab, qui est une biopharma danoise, qui est très avancée là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont des modèles. Comme on sait finalement quelles sont les cibles thérapeutiques validées pour certaines pathologies, ils trouvent, grâce à la bioinformatique, des candidats médicaments potentiels en série, puis ils mettent ça ensuite en batterie, en développement préclinique. Et ça permet finalement, dans des domaines comme la cancérologie, où parfois, si on a des résultats préliminaires très bons, on peut directement passer sur des phases 3, phases d'enregistrement, de gagner beaucoup de temps dans le développement. On gagne des étapes. Voilà. Et eux, ils ont été capables, par exemple, de mettre un produit dans le lymphome, finalement, sur le marché en 4-5 ans, alors que normalement, le temps de développement de la pharma, c'est plutôt 10 ans. Donc là, on a des vrais gains de productivité grâce aux algorithmes ou à l'IA, peu importe comment on l'appelle. Il y a le deuxième champ d'intérêt qui est le diagnostic, puisque effectivement, dans l'imagerie médicale, on peut, avec des logiciels, avoir une analyse beaucoup plus fine de l'image médicale. On sait que, par exemple, dans le cancer du sein, un cancer métastatique va avoir un pronostic 4 fois moins bon qu'un cancer primaire. Donc, si on est capable de détecter très tôt, on améliore nettement le pronostic médical pour un coût assez faible, puisque l'infrastructure est en place. Puis le dernier champ de l'IA, le Graal, ce serait des études cliniques virtuelles, se passer carrément d'études cliniques sur des patients. Ça va prendre beaucoup de temps, parce que les agences sont prudentes à juste titre. Mais il y a quand même déjà des sociétés qui sont actives dans tout ce qui est automatisation des process, de sélection de patients, toute la documentation. On peut gagner un peu de temps là-dessus.
En conclusion rapide, Olivier, comment vous avez envie d'être positionné pour ce thème de la santé en 2024 là Écoutez, il y a beaucoup d'innovations, mais il y a un segment dont on n'a quand même pas complètement parlé, c'est le segment des services, de tout ce qui est sociétés qui finalement font l'externalisation pour le compte des laboratoires et des pharma, à la fois de la recherche clinique, mais aussi et surtout de la production biologique. Il y a des très belles sociétés, je pense à des sociétés comme Thermo Fisher, des sociétés qui sont des sociétés de croissance métronomique sur longue période. On parle, par exemple, Thermo, c'est 18% de croissance du BPA sur les 10 ans qui ont été jusqu'en 2021. Ouais. Voilà. Mais ces sociétés, le Covid a tout bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a eu une traction énorme. Et puis finalement, derrière, en plus, il y a eu trop de commandes. Il y a eu trop de commandes. En plus, comme finalement, le gouvernement américain a dit la priorité, c'est absolument le vaccin. Il y a des entreprises qui ont eu peur de ne pas être servies. Donc, trop de stocks. Il y a un déstockage massif sur 2 ans ensuite, et notamment en 2023. La bonne nouvelle, c'est quand on regarde les enquêtes auprès des consommateurs, enfin des clients de ces produits, de ces équipements, de ces services, finalement, on voit que le déstockage, il était fait aux 2/3 à la fin de l'année dernière et qui va se terminer au 2e trimestre. Donc, on a des très belles sociétés de croissance qui permettent de jouer la thématique sans prendre le risque individuel, parce que sur les biotech, il y a des super histoires, mais c'est pas facile, c'est beaucoup de volatilité. Donc là, on a des très belles sociétés qui permettent de jouer le trend et qui n'ont pas de risque individuel. Et des effets Covid qui sont nettoyés voilà, on avait, par exemple, les calls de sociétés comme Icon dans la recherche, l'externalisation de la recherche la semaine dernière, qui ont clairement montré qu'il y avait un retour d'optimisme grâce notamment à l'amélioration dans la biotech. Merci beaucoup Olivier. Olivier de Royer, gérant action chez Montpensier Finance, avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart consacré à la santé.